On vous a dit qu'un salaire à 6 chiffres était la ligne d'arrivée, que vous aviez réussi. Pour la plupart des Américains gagnant 100 000 $ aujourd'hui, cela signifie simplement rester à flot. L'économie semble plus forte que jamais sur le papier. En fait, le coût de la vie a augmenté plus vite que les salaires n'ont jamais pu augmenter. Pour avoir le niveau de vie de la classe moyenne qu'un seul revenu offrait en 1985, il faut aujourd'hui travailler environ 62 semaines par an. La classe moyenne n'a pas disparu. Elle a simplement commencé à vivre sur du temps qu'elle n'a pas. Chapitre 1. L'année de 62 semaines. Le rêve américain avait autrefois une définition simple. Travaillez dur, gagnez suffisamment, et vous pouvez vous offrir une vie stable de classe moyenne. Mais la question est de savoir si cette définition tient toujours. L'économiste Oren Cass et son groupe, American Compass, ont créé l'indice du coût de la subsistance pour tester cela. L'idée est simple. Prenez une famille et un panier de biens essentiels, puis demandez combien de semaines il faut travailler pour les payer. Le panier inclut les courses, un logement modeste au 40e percentile, une assurance santé familiale et une voiture pour le travail. Ajoutez ensuite les frais d'université pour les enfants par-dessus tout cela. Et c'est la base d'une vie américaine ordinaire. En 1985, la réponse était d'environ 40 semaines. L'Américain moyen de la classe moyenne payait tout cela, et il lui restait encore un 5e de l'année. Ce qui restait se transformait en économie, en acompte, en un peu de marge de manœuvre pour une mauvaise année. En 2022, le même panier engloutissait 62 semaines de salaire. Il faut maintenant 14 mois de travail pour acheter 12 mois de vie normale. Le manque à gagner n'est pas une question de malchance ou de période difficile, il est intégré au système. Il y a une cruauté cachée dans les salaires. Ce travailleur de 1985 gagnait environ 443 $ par semaine. Son remplaçant en 2022 a touché 1200 $, soit près de 3 fois l'ancien salaire. Sur le papier, il paraît 3 fois plus riche, mais le coût des produits de base a augmenté plus vite que la hausse de salaire ne l'aurait permis. Le chiffre plus élevé permet aujourd'hui d'acheter une vie plus modeste. Un seul revenu suffisait autrefois à faire vivre un foyer. Aujourd'hui, il faut 2 salaires pour à peine acheter ce qu'un seul permettait auparavant. La famille américaine de classe moyenne a ajouté un 2e salaire mais n'a pas progressé. Ainsi, quand un foyer paraît stable, il y a souvent un soutien caché. Cela peut être un 2e emploi, des heures supplémentaires, un travail après le coucher des enfants, ou une carte de crédit pour combler le manque. Ce ne sont plus des choix, c'est ainsi que les gens survivent. On pourrait croire que seules quelques familles sont concernées, mais ce n'est pas le cas. Début 2024, le groupe de recherche Payment a découvert que 48% des ménages gagnant plus de 100 000 $ par an vivent au jour le jour. Et cela ne s'arrête pas là. Environ 36% des ménages gagnant plus de 200 000 $ déclarent la même chose. Ces familles sont connues sous le nom de Henry, c'est-à-dire haut revenu, pas encore riches. Ils gagnent un salaire que leurs grands-parents auraient jugé énorme, mais leurs économies sont épuisées et leur retraite diminue. Ils reproduisent les actes de leurs parents. Ils respectent toutes les règles, mais perdent toujours du terrain. Alors, si même les plus hauts sombrent, qui profitent vraiment de cette économie florissante? Chapitre 2. Le fantôme du PIB. La partie florissante n'est pas tout à fait un mensonge. L'économie a cru d'environ 2% en 2025. Le chômage est resté faible longtemps, et le S&P 500 a atteint des records. D'après ces indicateurs, tout va bien. Pourtant, l'essentiel est souvent négligé. Réfléchissez à ce qui importe vraiment. Le PIB mesure la production, soit la valeur totale en dollars des biens et services produits. Il indique la taille de l'économie, sans refléter votre salaire. Le taux de chômage montre si vous avez un emploi, mais pas s'il suffit à couvrir le loyer, la nourriture ou la stabilité. Ces 2 indicateurs sont utiles, mais aucun ne répond à la vraie question. Travailler à temps plein permet-il encore une vie normale? Une grande part de la croissance correspond en fait au coût élevé du statu quo, avec de nombreux emplois créés dans les services. Walmart, le plus grand employeur privé du pays, emploie environ 1,6 million d'Américains, mais les salaires de ces postes ne suivent pas le rythme du loyer ou des coûts d'assurance santé. Depuis la fin des années 1970, le salaire moyen n'a progressé que de 14,8% environ. La productivité de chaque travailleur a augmenté d'environ 64,6%. La rémunération des PDG sur la même période a bondi de plus de 1300%. Il existe un énorme écart entre ceux qui font le travail et ceux qui en récoltent les fruits. Les économistes décrivent parfois la tendance après les récessions comme une reprise en K. Une ligne monte pour ceux qui possèdent les actifs, l'autre descend pour ceux qui dépendent des salaires. La même économie
Deux trajectoires très différentes. Ainsi, l'économie continue de croître tandis que le budget familial diminue. Les gens ressentent à cet écart, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Pendant des années, ils ont dit aux sondeurs que l'économie semblait difficile, alors que les données prouvaient le contraire. L'écrivaine Kyla Scanlon nomme cet écart une vibe-session. C'est l'écart entre l'économie sur le papier et ce qu'on ressent à la table de la cuisine. Des enquêtes de l'Université du Michigan montrent une humeur faible depuis des années, malgré la hausse des indicateurs économiques. Ce décalage n'est pas dû au hasard. Cela montre ce que ces indicateurs mesurent ou non. PIB et chômage sont utiles, mais ne reflètent pas le coût d'une vie normale. Le loyer, la santé, les courses et tout pour rester stable chaque mois. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Les chiffres évoluent dans les graphiques et les titres, mais ne reflètent pas toujours le ressenti des gens. Chapitre 3. Les 4 grands. On vous a dit que vous êtes plus riche que vos parents, car vos affaires sont meilleures et moins chères. La télévision est très grande. Votre téléphone de poche pourrait dépasser un superordinateur de 1985. Les économistes adaptent les chiffres de l'inflation selon la qualité des produits, via l'ajustement hédonique, car un téléphone ou une télévision actuelle sont supérieurs à ceux d'il y a 10 ans, mais dans la réalité, cette amélioration ne donne pas toujours le sentiment d'être plus à l'aise. Vous pouvez vous offrir une grande téléviseur 4K. Le plus difficile, c'est de s'offrir un espace pour vivre confortablement, car le vrai changement concerne le logement, pas les gadgets. Avant, une maison valait environ 3 fois le revenu annuel d'un ménage. Aujourd'hui, dans de nombreuses villes, c'est plus de 5 fois. Prenons Austin comme exemple. Le ratio prix-poids-revenu a atteint environ 5,75 en 2022. À la mi-2025, il était redescendu à environ 4,31, mais cela reste au-dessus de sa moyenne à long terme d'environ 3,9. Et l'obstacle ne se limite pas seulement au paiement mensuel. Un apport de 20% sur une maison au prix médian représente environ 80 000 $ à verser d'avance, une somme difficile à économiser pour la plupart des locataires, qui perdent déjà loyer et dépenses courantes. Après le krach de 2008, la société de Wall Street Blackstone a rapidement agi pour racheter massivement des maisons saisies. Elle a ensuite créé une entreprise appelée Invitation Homes, qui, à son apogée, gérait environ 80 000 propriétés. Un autre acteur majeur, Progress Residential, a atteint environ 97 000 maisons. À Atlanta, les grands investisseurs détenaient jusqu'à 25% des locations de maisons individuelles. Le premier logement n'est plus un lieu de vie, mais un investissement pour autrui. La garde d'enfants pèse aussi sur la classe moyenne. Le gouvernement fédéral estime que la garde d'enfants est abordable à 7% du revenu, un seuil rarement atteint. Le coût moyen dépasse 13 000 $. 13 000 $ par an pour un seul enfant. Pour 2 enfants, vous dépassez 26 000 $. 26 000 $, soit plus que ce que de nombreux Américains gagnent avant impôt. Dans une grande ville chère, 2 enfants à faire garder peuvent représenter 30 à 40% d'un salaire de 100 000 $. Dans 45 États, cela coûte désormais plus cher que le prêt immobilier moyen.
Dans 38 États, c'est plus élevé que les frais de scolarité dans les universités publiques. Ensuite, il y a le problème des soins de santé. En 2024, le coût moyen d'une assurance familiale avoisinait les 25 600 $. En 2025, il atteignait 27 000 $. Les employés paient environ 6 300 $ directement sur leur salaire. En 5 ans, ces primes ont augmenté de 24% tandis que les salaires n'ont pas suivi. La plupart des gens ne peuvent pas travailler sans voiture. En 2025, un paiement mensuel pour une voiture neuve coûtait environ 750 $. L'assurance à elle seule dépassait 2000 $, 2000 $ par an, avant même de mettre une goutte d'essence dans le réservoir. Le système ne donne pas l'impression d'être en train de craquer. Il l'est déjà. Chapitre 4. L'illusion de la dette. La classe moyenne américaine vit à crédit. Fin 2025. Les soldes des cartes de crédit ont atteint un record de 1,28 trillion de $. Ajoutez environ 1,66 trillion de $ en prêts automobiles et encore 1,65 trillion de $ en prêts étudiants. Et la dette des ménages a atteint 18,59 trillions de $, un nouveau record historique. L'hypothèque s'ajoute à tout cela, et la pression monte là où elle ne devrait pas. En 2025, plus de sexagénaires et septuagénaires ont pris du retard sur leurs cartes de crédit. C'était le pire taux observé depuis 2001. Un signe d'alerte ? Des personnes censées être à l'abri se retrouvent piégées par la situation économique. Mais l'essentiel reste ce que l'emprunt permet réellement d'acheter. Près de 60% des titulaires de cartes reportent désormais leur solde chaque mois. Dans une enquête récente, 55% des sondés ont indiqué que ce solde sert à couvrir les besoins essentiels comme les courses, l'essence et l'intervalle entre salaire et loyer. Quand la dette de carte de crédit sert surtout à couvrir les besoins essentiels, il ne s'agit plus simplement de dépenses excessives. Cela devient le signe de quelque chose de plus profond, un fossé qu'aucun revenu ordinaire n'était censé combler. La dette ne vient pas s'ajouter à l'épargne, elle l'a remplacée. Ensuite, les intérêts s'appliquent au solde restant. Avec un taux proche de 20%, un solde de 5 000 $ peut coûter 1 000 $ par an juste pour le maintenir. C'est de l'argent qui n'achète rien d'autre que du temps. C'est pourquoi un seul mauvais moment peut tout faire basculer. Une facture médicale, un licenciement soudain, une panne de voiture. La frontière entre la stabilité financière d'une famille et un impayé s'est estompée. Chapitre 5. L'algorithme du cercle vicieux. Pendant longtemps, on jugeait l'économie à l'échelle locale à partir de son emploi, de ses propres chiffres et de la rue où l'on vivait. Désormais, ce sont les fils d'actualité des réseaux sociaux, contrôlés par des algorithmes, qui influencent l'opinion selon une logique bien précise. Ils ne montrent pas tout équitablement. Les algorithmes privilégient ce qui pousse à continuer à faire défiler l'écran, et comme l'incertitude retient souvent l'attention, les publications les plus effrayantes sont mises en avant. Un jour, ce sont des licenciements chez Meta et des vagues de suppression de postes chez Google. Le lendemain, c'est quelqu'un qui pleure dans une voiture garée après avoir été licencié par Amazon. Une mauvaise semaine dans une entreprise commence à donner l'impression d'être la preuve de quelque chose de plus vaste. La dysmorphie financière, c'est l'écart entre votre vraie situation et le sentiment d'être fauché, qui grandit à chaque fois que vous parcourez votre fil d'actualité. La fausse richesse est d'un côté de l'écran, la catastrophe de l'autre. Presque rien ne montre la normalité actuelle, ce choix est délibéré. Une vidéo de course à 400 $ attire des millions de spectateurs, alors qu'une histoire sur un emploi stable n'en suscite aucun. Le système vous montre la panique et la peur, et enterre l'ordinaire et le banal. Vous commencez à croire que tout le monde est fauché, et que vous serez le prochain. On pourrait réduire cela à un simple problème de téléphone, mais ce serait ignorer la réalité. Ce n'est pas juste une question de distraction. L'information économique est désormais filtrée et amplifiée massivement, si bien que la perception publique diffère souvent de la réalité financière individuelle. Les gens peuvent se sentir mieux ou moins bien face à la situation, même si leurs revenus ou factures restent inchangés. On le voit très clairement après les élections. Le même ensemble de conditions économiques est interprété très différemment selon la personne au pouvoir. Les chiffres n'ont pas changé brusquement, mais leur perception et la façon d'en parler évoluent souvent, créant même une boucle de rétroaction. La confiance n'est pas seulement un baromètre de l'économie, elle la façonne. Si beaucoup redoutent un krach, ils cessent de dépenser, retardent leurs achats et épargnent. Le ralentissement qu'ils craignaient commence. La pression sur les coûts nourrit la peur, qui alimente le discours. Le contenu amplifie tout cela, et à chaque étape, la plateforme prend sa part. Le fil d'actualité détermine votre humeur, la vend, puis vous la renvoie sous forme d'information. Et tout cela remonte à un seul endroit. Chapitre 6. La financiarisation de la survie. Les besoins essentiels des gens deviennent de plus en plus des actifs générant des profits pour d'autres.
Le logement en est l'exemple le plus évident. Il n'est plus seulement un abri. C'est aussi un investissement qui ne fonctionne que si les prix continuent d'augmenter. Et la hausse des prix signifie qu'il devient plus difficile pour la personne suivante de se le permettre. Wall Street et les grands fonds de pension investissent dans l'immobilier pour financer la retraite de certains, mais pas la vôtre. L'université a fait de même. Les gestionnaires de prêts tels que Salimé et Navient ont encaissé les remboursements de la dette étudiante pendant des années. Les écoles sont payées d'avance. L'étudiant rembourse jusqu'à l'âge mûr. Même le capital investissement en voulait toujours plus, rachetant des immeubles d'habitation, des parcs de maisons mobiles et des hôpitaux. Tous les aspects de notre vie sont exploités pour le profit. Bright Horizons gère la garde d'enfants comme une entreprise cotée en bourse sous le symbole BFAM. United Health, le plus grand assureur santé des États-Unis, génère certains des plus hauts profits de tout le secteur de la santé. L'ancienne garderie d'un cabinet médical est maintenant une grande entreprise générant des revenus. Les travailleurs améliorent leur productivité chaque année. La récompense va à ceux qui détiennent les actifs, pas à ceux qui travaillent. Les 10% d'Américains les plus riches détiennent la majorité de la bourse, tandis que la moitié la plus pauvre en possède très peu. Quand les actifs grimpent, la plupart observent sans participer. Ce n'est pas un hasard. La machine fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Elle transfère chaque année la richesse du travail vers les actifs. Le travailleur reste occupé et reçoit juste assez pour continuer. C'est là pour rester. Le malaise ambiant est désormais permanent, et le rêve américain ne tient plus qu'à un fil. Chapitre 7. La fin du progrès. Le rêve américain suivait une voie claire. Chaque génération devait dépasser la précédente. Une maison devait garder une richesse qui vous survivrait. Vos enfants auraient plus que vous. Pour le travailleur moyen, ce chemin n'existe plus. L'objectif n'est plus de progresser, mais d'éviter de reculer. Conserver sa position est devenu l'ambition principale. Les jeunes héritent du pire de l'accord, avec plus de dettes et des étapes clés repoussées. Leur taux de natalité atteint des niveaux historiquement bas, non par manque de désir d'enfant, mais car les gens n'en ont plus les moyens. L'acheteur d'une première maison typique a maintenant 40 ans un record. Dans les années 1980, il avait la fin de la vingtaine. Les primo-accédants ne représentent plus que 21% du marché, la part la plus faible jamais enregistrée, et beaucoup n'achètent jamais du tout. La maison que vous obtenez dépend de plus en plus de l'argent hérité, pas du travail fourni. Certains partent dans des villes moins chères, mais cela se paie par l'éloignement et les proches laissés derrière. L'écart de richesse selon l'âge reflète la même réalité, mais à l'inverse. Les propriétaires âgés possèdent des maisons à valeur doublée ou triplée. Les jeunes travailleurs n'ont que des quittances de loyer et des relevés de prêts. L'Amérique a offert à ses anciens et à ses jeunes deux économies très différentes. Le déficit, lui, refuse de rester stable. Les mêmes forces qui ont fait passer une vie ordinaire de 40 semaines de travail à 62 semaines de travail sont toujours à l'œuvre, et cela continuera d'augmenter. Rien ne peut le ralentir. L'économie continuera de croître. Les responsables montreront les bons chiffres devant les caméras, et ces chiffres seront tous exacts, mais ils ne reflèteront pas ce que les gens vivent au quotidien. Pour beaucoup, des revenus plus élevés ne donnent pas l'impression d'avancer, mais permettent juste de suivre la hausse des coûts, qui augmente tout aussi vite. La vraie question n'est pas la croissance. Il s'agit de comprendre pourquoi une année de travail à temps plein ne semble plus suffisante pour assumer les dépenses d'une vie à temps plein. Une grande part du logement et de la richesse aux États-Unis reste détenue par une génération qui l'a acquise dans un contexte économique différent. Quand ces actifs commenceront à être transférés, qui en bénéficiera réellement ? Découvrez-le dans la vidéo, ce qui se passera après la disparition de la génération des baby-boomers, ou regardez cette vidéo